Bonjour à tous. Oh, ce que c'est beau, regardez. Vous voyez un peu à travers, hein, je pense, derrière nous, le magnifique écrin que nous offre la ville de Saint-Malo pour ce festival étonnant voyageur. Il n'aurait jamais pu exister ailleurs. Quand je pense que quand on y a travaillé, l'année précédant la première édition, nous pensions Rennes. Heureusement que Michel Lebris a rencontré René Coineau, le maire de Saint-Malo, qui lui a dit non, non, chez moi. Quelle belle idée. Voilà, on ne s'est jamais lassé d'être venu, bien sûr, ici à Saint-Malo pour ce festival Étonnant Voyageur, dont c'est la 35e édition. Et voilà, c'est le deuxième plateau de la dernière journée. Alors vous allez en profiter, j'espère. Nous avons des plateaux toute la journée. Ça se terminera en chanson avec Nolwenn Corbel qui viendra sur ce plateau pour qu'on finisse en beauté aussi. Alors à côté de moi, il y a Anne, donc vous le savez peut-être pour ceux qui étaient là les jours derniers, nous avons fait rentrer 2 nouveaux animateurs sur le plateau du Café littéraire, donc Anne, qui aime beaucoup la littérature, qui est passionnée, qui est aussi musicologue, voilà, qui écrit sur la littérature aussi dans différents endroits, qui a son propre blog, voilà, et qu'on accueille avec plaisir. À côté d'elle, Marin Ledin qui va nous parler de son livre qui s'intitule Énois. On dit Noua, Énois, paru en série noire Gallimard avec une très belle couverture. À côté de moi, David Uri, qui fait paraître chez Liana Levy Beyrouth Forever, un livre dont nous allons parler dans un instant. Et puis, alors comment on dit, Roger. Everglades, paru chez Sonatine, et je m'aperçois que j'ai les épreuves non corrigées, j'ai même pas le vrai, le vrai livre, dont nous allons parler dans un instant, grâce aussi à la traduction de Dominique Chevalier. Vous savez, mon ami Dominique, qui est pour moi la reine des interprètes. Ce qui n'est absolument pas son métier en plus. Voilà, donc on va commencer tout de suite peut-être avec votre livre, David. Alors je vais essayer de vous présenter et vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Bonjour à tous d'abord. David Hurier, vous êtes journaliste et photographe. Vous avez été correspondant de différents médias à Beyrouth pendant 18 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages graphiques et littéraires au Liban comme en France. En septembre 2024, vous avez sorti votre 8e livre, Sans nouvelles depuis Drancy. C'est un roman qui se déroule entre 1940 et 1947 et qui raconte l'histoire vraie de vos grands-parents, de l'arrestation de votre grand-père par la Gestapo en octobre 1943, une grande saga familiale. Et maintenant que je vous ai lu, je n'ai pas lu ce livre-là, et maintenant que j'ai lu celui-ci, je crois que j'irai voir pour l'autre. C'est des genres complètement différents. Les romans historiques sur la Deuxième Guerre mondiale, j'en ai fait 2. Et celui que j'ai sorti l'an dernier, en effet, c'est un roman très intime, puisque c'est l'histoire de mes grands-parents, et avec donc l'arrestation de mon grand-père, l'arrestation de mon père, l'arrestation de ma tante. Donc voilà, c'est pas du tout... Voilà, c'est un autre genre que le polar sur Beyrouth, complètement. Et celui-ci, le polar sur Beyrouth, c'est aussi un livre assez particulier. Et vous racontez dans une interview que c'est un peu grâce à quelqu'un qu'on connaît bien ici, qu'on a reçu souvent, comme animateur, puis après comme auteur. C'est Cédric Fabre qui vit à Marseille. Et c'est un petit peu lui qui vous a dit, mais il y a plein de choses à raconter. Moi, je suis arrivé. En fait, oui, l'anecdote. Moi, j'aime bien la raconter parce qu'elle est assez révélatrice aussi de mon parcours. Mais j'étais en août 2024. J'étais à Marseille pour la première fois de ma vie, à 50 ans. Voilà, il fallait que ça arrive. Et puis là-bas, en fait, je suis resté 3 jours, 4 jours. Et j'ai juste repris contact en fait avec Cédric Fabre, donc je savais pas que c'était un familier d'Étonnant Voyageur. Je sais qu'il était souvent à Quai du Polar, par exemple. Et en fait, on s'était rencontrés au Salon du Livre de Beyrouth en 2014. On avait participé à un panel sur comment écrire la ville. Lui, il avait parlé de Marseille et moi de Beyrouth. Et puis je le retrouve pour un verre sur le Vieux-Port, et puis un verre en entraînant un deuxième, un troisième, enfin voilà, un petit jaune, hein, on va pas faire de pub, mais... et puis en fait je lui raconte, j'étais en train de travailler, je commençais à travailler sur un nouveau projet d'un roman dystopique, pour lequel j'avais déjà fait des interviews
de biologistes, de spécialistes de l'extinction des espèces, d'astrophysiciens. Enfin bon, j'avais commencé tout un travail documentaire et puis lui me dit mais laisse tomber ton truc, là, ça ne nous intéresse pas, raconte-nous. Pourquoi tu n'écrirais pas un roman noir sur Beyrouth, tu as plein de trucs à raconter. Et là, je me dis, ah ouais, c'est pas faux, mais j'ai jamais fait ça, je suis pas du tout un lecteur de romans noirs, c'est pas mon truc, enfin, ou de polar, c'était pas mon monde. Et puis, en discutant avec Cédric, tout simplement, on est resté 2h30 ensemble. Je lui ai dit, ouais, en fait, il y a un sujet qui me passionne, moi, sur le Liban. Parce que pour vous resituer, moi, j'ai vécu 18 ans en Beyrouth entre 97 et 2015. Et je lui dis, il y a un sujet qui me passionne sur le Liban, c'est le fait que les Libanais n'aient jamais été capables d'écrire leur propre histoire. Tout simplement, moi, enfin, j'avais constaté ça quand je travaillais à Beyrouth, j'avais fait plein de trucs à Beyrouth. Entre autres, j'avais travaillé pour l'université libanaise où il y avait un master de journalisme en français. Et les étudiants qui étaient en bac+4 ne connaissaient pas du tout l'histoire de leur pays, ni l'histoire des guerres israélo-arabes, ni voilà. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de manuel scolaire d'histoire dans les collèges et les lycées au Liban. Moi, j'avais trouvé ça, c'était au début des années 2000, j'avais trouvé ça assez extraordinaire en fait, parce que moi, ayant grandi en France, pour moi, le manuel scolaire, même imparfait, même en cours de réécriture permanente, c'est important. Et en fait, cette non-écriture de l'histoire au Liban, en fait, explique énormément de choses dans la guerre, dans les racines de la violence. C'est une société intrinsèquement violente, même si le Liban et Beyrouth le Liban est un pays que j'adore, Beyrouth est une ville qui me fascine, mais il y a de la violence partout. Et en discutant en fait avec Cédric, il m'a fait un cours magistral en fait sur le roman noir. Il m'a dit, écoute, le roman noir, c'est pas un polar classique à la Agatha Christie, un roman énigme. Le roman noir, tu peux raconter, tu peux donner ton... Je vais raconter comment ça fonctionne. C'est un peu un livre d'histoire aussi en même temps. En fait, je reviens sur l'histoire grâce au roman. En fait, pour moi, le roman noir était plus un outil qu'un genre. Mais vous donnez la différence, c'est que vous lui donnez chair et sang parce qu'il y a des personnages. Oui. Et c'est en ça fait, qui est moi, intéressant. en discutant avec Cédric, on est arrivé en fait au pitch de départ du bouquin en disant voilà, il y a quelqu'un qui écrit ce fameux manuel scolaire. Donc au début, dans mon plan, c'était un historien, après c'était une historienne. Aimé Asmar. Aimé Asmar, qui est retrouvé assassiné. Et toute l'enquête du duo de flics que j'ai constitué, un duo très à l'américaine avec un vieux délabré, mais qui a plein de cadavres dans son placard, et puis une jeune un peu, pétrie de naïveté, on va dire, mais j'ai reconstitué comme ça ce duo pour enquêter, pour savoir qui avait le plus intérêt à tuer cette historienne, à faire taire la vérité, puisque elle racontait toute l'histoire depuis l'indépendance, depuis 1943, et surtout les 20 dernières années. Alors juste une petite question encore. Dans le livre, il est évident que ce manuel scolaire n'existe pas par la volonté de politique, de religieux, des choses comme ça. Il y a eu des tentatives dans le passé, c'est-à-dire que la guerre du Liban s'est officiellement finie en 90, même si dans la tête de plein de Libanais, elle n'était pas terminée, marquée par l'accord de Taïf en 89, qui a été signé par les députés libanais, qui se sont mis d'accord pour faire plein de choses pour l'après-guerre, dont la création d'un Sénat qui n'a jamais vu le jour, dont la création d'un manuel scolaire qui n'a jamais vu le jour, mais il y a eu des tentatives. En 97, il y a une première commission qui a été mise en place. Ils ont planché, plein d'historiens ont planché sur un manuel scolaire. Il était prêt en 2001, je crois. Il devait sortir en 2002 et il a été imprimé et pilonné parce qu'il y a un homme politique qui a dit il y a une ligne qui me plaît pas. Et c'est très compliqué en fait au Liban, qui est un pays qui est tout petit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Liban dans cette salle, mais c'est un pays qui est tout petit, qui est dominé par des grandes familles, par des milices, par des partis politiques qui se transmettent de père en fils. Et en fait, il n'y en a aucun qui a envie de sortir, de prendre ses responsabilités. Il y a un fait historique qui est essentiel dans la vie du Liban. Juste après la guerre, en 91, les députés ont voté une loi d'amnistie. C'est-à-dire que tous les chefs de guerre se sont auto-amnistiés des crimes de guerre de 75-90. Et à partir de là, en fait, l'écriture, il n'y a pas eu ni vainqueur ni vaincu dans cette guerre, et l'écriture de l'histoire, elle est juste impossible.
Et ben, on en paye encore le prix aujourd'hui, 30 ans ou 35 ans plus tard. Alors, on va pas parler seulement de l'actualité, parce qu'il faut quand même qu'on dise un mot de votre livre pour donner envie après, hein. Alors évidemment, on va pas C'est non un plus, super bouquin, hein, je vous on va pas préviens. non plus raconter, on va pas non plus raconter l'histoire, toute l'histoire, parce qu'il faut pas déflorer ce qui va se passer. Enfin, c'est compliqué toujours, hein. Mais j'aimerais bien quand même qu'on dise un mot des deux personnages qui sont intéressants, parce que donc il y a. Alors vous allez me reprendre sur la prononciation. Je vous le dis tout de suite, c'est Marwan Khalil. Bah, Voilà. oh, bah, je l'avais. Voilà. Je l'avais. Vous Pardon. m'avez même pas laissé le plaisir de dire que je l'avais. Enfin, c'est pas grave. Et sa jeune adjointe, Ibtissam Ouais. Abou Zaïd. Ouais. Voilà. Deux flics que tout oppose, hein. Lui, c'est un ex-milicien chrétien qui n'a jamais pu tourner la page de la guerre civile de 1975. Et elle, c'est une jeune chiite. Alors, vous dites naïve. Moi, je dirais pas Non, naïve. vrai, Je dirais idéaliste. Absolument. Idéaliste. Alors, on a l'impression, alors dans le livre, on va quand même découvrir que Marwan, c'est un flic corrompu qui était presque au bord de la retraite et bon, qui en a assez et qui tout à coup, enfin, semble avoir pris conscience de tout ce qu'il a fait de pas bien dans sa vie de flic et qui tout à coup est mise en valeur, et c'est marrant, par la jeune génération. Sa fille d'abord. En fait, sa fille qui n'est pas là, elle a un rôle crucial dans l'histoire. Elle a un rôle crucial. Elle a quitté le Liban, elle vit à Paris. Mais à chaque fois, les personnages ont un rapport avec l'histoire. Et il y a eu des dégâts dans leur vie à cause de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Liban. C'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous avez fait à la fin, de mettre la chronologie de l'histoire du Liban depuis 1943, parce qu'on retrouve comme ça des marqueurs. Des marqueurs, et ces gens sont soit, comment dire, marqués dans leur mémoire, etc., mais aussi marqués dans leur chair. En fait, chaque génération a ses traumatismes. Le personnage principal, Marwan, le flic, le vieux flic, il est marqué par la guerre 75-90. Un bout d'un moment, dans une discussion avec sa jeune adjointe, Ibtissam, c'est un prénom qui veut dire sourire en arabe, et j'aime beaucoup ce prénom. Oui. Ils discutent, et puis en fait, il s'aperçoit qu'elle a aussi vécu enfant la guerre de 2006. La génération encore plus jeune aujourd'hui est très marquée aujourd'hui par l'explosion du 4 août 2020 dans le port. Et donc la fille de mon personnage principal a été expédiée un œil en moins et une balafre sur le visage, comme beaucoup de gens à Beyrouth, à Paris. Et donc Marwan, le père, est un peu dans une quête de rédemption aussi vis-à-vis de cette fille qui est loin, qu'il n'a pas revue depuis 3 ans. Et puis il se confronte à une autre... une autre jeune femme de cette génération-là qui vient d'un monde complètement différent. Et donc elle est chiite, vient de la banlieue sud de Beyrouth, donc c'est ce qu'on appelle le fief du Hezbollah. Qui a été, depuis moi, c'est important, le bouquin est situé dans une semaine de septembre 2023 bien particulière, donc avant le 7 octobre. Et Ibtissam, elle est importante pour moi parce que j'avais envie de confronter justement les générations, leur traumatisme, et puis aussi de donner quelques nuances. Moi, comme vous disiez, j'ai été journaliste et correspondant de presse très longtemps, et en fait, dans nos articles, on fait forcément des raccourcis. J'étais entre autres correspondant pour Ouest France, pour La Croix, pour Le Soir. Quand un rédacteur en chef nous demande un texte de 3000 signes, en fait, on est obligé de faire plein de raccourcis. Et moi, j'avais envie de raconter justement cette jeune femme chiite qui n'est pas mon personnage principal. Directement, il la voit voilée, venant de la banlieue sud. Pour lui, elle est Hezbollah. Et en fait, non. Pas du tout. Dans la communauté chiite, on fait très souvent ce raccourci dans la presse. Et j'ai été un petit soldat des correspondants de presse, je sais de quoi je parle. En fait, tous les chiites au Liban ne sont pas du tout pro-Hezbollah. Et donc elle raconte aussi son histoire familiale qui est marquée par l'assassinat d'un oncle pendant les années 80, qui était communiste. Et parce que toute l'histoire du Liban n'est pas un problème confessionnel et religieux, mais beaucoup plus politique et idéologique. Et donc elle raconte aussi cette histoire torturée de sa famille à elle, chiite, mais voilà, il y a des pros et des anti-Hezbollah dans sa propre famille. Pour moi, c'était important d'apporter ces nuances. Ouais, et c'est pour ça qu'on découvre beaucoup de choses à travers. C'est fou, comme la fiction, parfois, en dit plus qu'un article de journal ou quelque chose. Peut-être aussi parce que, quand on est comme moi, quand on s'attache à des personnages, on ressent davantage de ce qu'ils éprouvent aussi. Voilà, Pour le coup, comme je disais tout
tout à l'heure, le roman noir, pour moi, j'ai trouvé que c'était un outil absolument merveilleux et je trouve, enfin, c'est vraiment un genre littéraire qui est fait pour Beyrouth, en fait. Parce que je raconte, Beyrouth est aussi un personnage principal dans mon histoire, c'est-à-dire que je raconte la vie des gens, je raconte le quotidien, voilà, il y a une scène que je raconte dans le roman de mon personnage qui le matin voit une avalanche de messages WhatsApp sur son téléphone. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas eu de distribution d'eau pendant la nuit dans les cuves des appartements. Et le matin, il monte sur le toit de l'immeuble pour vérifier sa cuve, pour voir s'il a de l'eau pour tirer la chasse, prendre sa douche ou pas. Je le fais, enfin, ça arrive à Marouane. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois à Beyrouth. Donc, la vie n'est la vie n'est pas facile là-bas. Eh ben, écoutez, on va pas réussir à en parler davantage. Si juste, heures, je voudrais juste finir quand même sur l'anecdote, enfin l'anecdote, ce que vous racontez au tout début du livre, justement où on fait connaissance avec l'inspecteur Khalil, qui va être félicité, encensé, parce qu'il vient de clore une enquête, et il n'est pas fier du tout, lui, de ce qui s'est passé, puisqu'il a arrêté 3 femmes. Et je voulais juste que vous me disiez, c'est vrai, ça a vraiment existé? Non, alors ça, c'est une histoire complètement inventée. En fait, c'est incroyable. C'était une idée c'était une petite nouvelle que j'avais écrite il y a très longtemps, et puis je me suis dit, tiens, je vais réutiliser l'idée de ces femmes qui se vengeaient des gros bonnets de la société libanaise. Et en fait, la question du droit des femmes reviendra très prégnante dans la suite de Beyrouth Forever, qui sortira l'an prochain, parce que c'est un sujet qui me passionne au Liban, qui est un pays extrêmement patriarcal. Et voilà. Donc, mais cette histoire-là, elle est complètement inventée. Ah d'accord. Alors voilà, ça s'intitule Beyrouth Forever. Vous aurez compris qu'il y a plein de choses à découvrir dans le livre. Et là, pour le moment, je laisse la parole à Anne, qui va donner la parole à Marin pour parler d'Ennoua. Bonjour Marin Ledin. Bonjour. Vous êtes romancier, auteur d'à peu près une vingtaine de romans. Vous êtes aussi essayiste. Vous avez gagné le prix Transfuge pour votre roman Eau douce en 2016. Et aujourd'hui, vous nous proposez un roman, un polar qui se situe aux Marquises. Alors, j'aimerais savoir... Alors, je vais quand même raconter un peu l'histoire. Donc, le corps d'une femme, en fait, est retrouvé par un chasseur sur une île. Donc, je vous laisse prononcer le nom de l'île parce que j'ai peur de l'écorcher. Sur l'île de Nukuhiva. Voilà, sur l'île de Nukuhiva. Et donc, Tépano Morel, qui est ce qu'on appelle un demi, c'est-à-dire un métis, enfant d'une marquisienne et d'un papa de France hexagonale, est dépêché pour enquêter. Il est secondé par Po Wong. Alors, ma première question est, pourquoi situer justement votre roman aux Marquises ? Pour plein de raisons, parce que je suis tombé amoureux des Marquises. J'ai été invité au salon du livre, au 2e salon du livre de Nukuhiva, au milieu du Pacifique Sud. Pourquoi moi? Pourquoi là-bas? Pourquoi un salon du livre? Alors que je pensais parler du livre que je présentais à ce moment-là, c'était en 2016, j'ai passé une semaine, 2 semaines à les écouter et à me rendre compte à quel point j'étais ignorant et des marquises et de la culture marquisienne et des arts marquisiens et de la langue marquisienne et de l'histoire, enfin de mon rapport, du rapport qu'entretient la France avec les îles Marquises. Oui. Et justement, j'aimerais aussi savoir, je vais plutôt vous lire un passage, puisque vous parlez du fait que c'est un territoire invisibilisé par la France. Il y a un très beau passage, justement, qui rend compte de cela. Il faut que tu... Alors, je vais un peu quand même donner le contexte de la scène. Donc, l'enquêteur se rend auprès d'un tatoueur, parce qu'il faut savoir que le tatouage est traditionnel, en fait, sur les îles Marquises. Et donc, le tatoueur lui parle un peu de son territoire. « Il faut que tu comprennes quelque chose, dit-il. La vraie histoire des Marquises, pour nous, ce n'est pas celle de la colonisation à laquelle on nous réduit tout le temps. Oui, c'était horrible. Oui, on a failli disparaître. Oui, l'Église et la France nous ont massacrés. Mais si on en parle autant, c'est aussi parce que c'est la seule période de notre histoire qui est documentée. Pour ma génération, la vraie histoire, c'est celle d'avant, qu'on ne perçoit pas aujourd'hui, qu'à travers les émotions qui subsistent dans nos légendes, dans nos chants, dans le bruit du vent ou dans les motifs du tatouage. Notre histoire, c'est celle qu'on ne connaît pas, mais qu'on ressent. La puissance de ma génération tient là-dedans. Elle n'idéalise pas nos ancêtres, qui étaient des guerriers violents, mais elle a compris que l'arrivée des Européens a éclipsé notre grande histoire. Cette période s'étale sur près de 1000 ans,
où nous étions puissants. Celle-là, personne ne nous la volera parce qu'elle n'intéresse personne. C'est cette puissance que nous recherchons. C'est à nous et à toi de la raconter désormais. Alors Marin, est-ce que ce discours est assez répandu auprès de la jeunesse marquisienne? Pour répondre à cette question, je fais un petit retour en arrière. L'histoire des marquises, elle commence à être connue et enseignée depuis à peu près une quarantaine d'années. La France prend possession des Marquises en 1842 pour y installer un bagne et pour avoir un point d'amarrage pour les navires qui font du commerce dans le Pacifique. En 1842, il y a 80 000 Marquisiens. Le premier recensement qui est effectué par la France en 1923, il reste 2 000 Marquisiens. Il y a 96-97% de la population qui est morte du contact des maladies, de la variole, de la peste, etc. etc. Et la France a délaissé assez rapidement les Marquises et l'a confié aux missionnaires de Picpus, peut-être 1 mois, 2 mois après avoir pris possession des Marquises, parce qu'elle s'est intéressée à Tahiti, etc. Et la France, en 1960, dans les années 60, va perdre l'Algérie, elle va perdre son terrain de jeu nucléaire, et elle va se rappeler que la Polynésie existe, pour aller faire entamer une série d'essais nucléaires dans l'archipel des Tuamotu. La contestation internationale se fait entendre et la France va enterrer ces essais nucléaires. Et pour ça, elle va aller creuser dans les forêts, dans la roche des Marquises, sur l'île d'Eiao exactement, au nord de l'archipel. Et à ce moment-là, donc on est à la fin des années 60, début des années 70, beaucoup d'argent va arriver parce que d'abord il faut payer tous ces soldats, il faut payer tous ces fonctionnaires qui représentent à peu près 2/3 du salariat en Polynésie et aux Marquises en particulier. Et puis parce qu'il va falloir acheter un paquet de gens, il faut acheter des consciences, il faut acheter le silence, silence qui est toujours à acheter aujourd'hui, hein, puisqu'il y a toujours des négociations sur les conséquences des essais nucléaires. Et ça a laissé des traces. Ça a laissé évidemment des traces. Même si les Marquises sont à 1500 km de Tahiti et très très loin des essais nucléaires en réalité, comme vous le savez, depuis Tchernobyl, il n'y a pas vraiment de mur qui voilà. Et donc ce que ça va entraîner aussi, malgré, c'est une conscience. C'est l'arrivée de l'école, c'est l'arrivée d'une réflexion sur l'histoire de leur territoire. Et puis surtout, c'est un réveil culturel qui commence à arriver à la fin des années 70 et des années 80. Et c'est à ce moment-là, moi, que je débarque aux Marquises. Je débarque au moment où on recommence à se tatouer, où on sait ce qu'on se tatoue, où on recommence à chanter, où on recommence à enseigner la langue qui était en train de disparaître complètement. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une parenthèse un peu, je réponds un peu à côté de la question. C'est bon, vous répondez. Et je vois que vous avez vous-même des tatouages, je suppose, qui sont des et oui, Marquises. Oui, je me suis fait attraper, oui. D'accord. Oui, et justement, dans votre roman, vous parlez non seulement de cette question de l'invisibilisation, mais également de la prédation culturelle, du tourisme sexuel. Vous parlez de la corruption, vous parlez aussi des espèces en voie de disparition. Et je voulais justement savoir si cette façon d'aborder toutes ces problématiques peut être délicate quand on vient de l'Hexagone. C'est la première question. D'abord, je me suis interdit pendant 9 ans d'écrire sur les Marquises. Ce tatouage que j'ai, là, le premier tatouage que j'ai, c'est celui que je me suis fait sur ce bras-là. On me l'a présenté de 2 manières là-bas. On me l'a présenté comme la possibilité. Le tatoueur marquisien qui me l'a fait m'a dit, écoute, pour moi, tu vas faire voyager mon art, et quelque part, tu valides le copyright, c'est-à-dire qu'on saura dans le monde entier que c'est moi qui l'ai fait. Ce sont mes motifs, ce sont les siens, hein, c'est son tatouage à lui, sur ma peau à moi. Et voilà. La deuxième réflexion est d'une autrice qui est peut-être venue à Saint-Malo, à Étonnant Voyageur, qui s'appelle Chantal Spitz, une grande autrice océanienne, la première autrice océanienne, que qui, elle, m'a parlé de viol culturel. Voilà, un autre point de vue là-dessus. Donc, j'ai écrit ce roman en naviguant en eau dangereuse, un peu, entre ces 2 points-là. Effectivement, il ne vous aura pas échappé que je suis complètement métropolitain, pas du tout marquisien. Je ne suis pas demi, je ne suis pas un quart, je ne suis pas un huitième, je ne suis rien du tout. Je suis juste un observateur romancier et qui cherche à mettre des mots sur des situations qui ne sont pas écrites. À ma connaissance, il n'y a pas de marquisien qui travaille de manière romanesque ces questions-là. Alors, il y a des marquisiens qui écrivent, et vous avez reçu l'an dernier Ben, voilà, dont Chantal Spitz. Non, mais Chantal Spitz est pas marquisienne. Non, elle est... Voilà. Et donc, bon, voilà, j'ai essayé maladroitement de partir, comme je le fais souvent dans mes romans, du point de vue de l'ignorance. Le personnage ignorant de mon roman, c'est Epano Morel, qui est marquisien par sa mère, mais qui ne parle pas la langue, qui ne connaît pas la culture, qui n'est pas tatoué, et qui découvre tout ça un peu en même temps que moi.
Oui. Et justement, je trouvais que c'était intéressant, la figure du demi. Justement, comment est-ce que vous l'exploitez, le fait qu'il soit moitié-moitié? Moitié ignorant. Enfin, plutôt très ignorant, en vérité. Plutôt très ignorant, voilà. Moitié ignorant, moitié stupide. Excusez-moi, je me permets juste de préciser qu'en fait, Tépano Morel a grandi en France, en fait. Et il est arrivé quelques années après la mort de sa mère, donc à l'âge adulte, sur l'île de... Nukuhiva. Voilà. Non, je crois qu'il est sur une autre île avant d'être il est à Tahiti. Ah oui, il est à Tahiti, oui, voilà. Et il a une mère, par contre, qui a une présence très Oui, importante aussi voilà. dans le livre. Voilà, exactement. Il représente un peu cette complexité qu'il y a sur ces îles. Donc je vous disais, les marquises, c'est 2000 personnes au début du XXe siècle, 2000 marquisiens, aujourd'hui un peu plus de 10 000. Le repeuplement, il s'est fait parce que la France a décidé d'envoyer des familles en leur accordant des terrains qui ont été volés une fois de plus par des commerçants qui se sont installés, des commerçants chinois. C'est comme ça qu'aux Marquises, on peut porter un prénom très marquisien comme Payotoka et s'appeler Wang, O'Connor, Morel, Gendron, enfin voilà, qui sont des noms de famille assez courants là-bas. Ça révèle aussi toute la complexité de l'histoire. Tépano Morel, par exemple, donc, il porte le nom de famille de son père, Morel, un Français de Bordeaux. Tépano, c'est un nom qui peut sonner espagnol, qui peut sonner marquisien. De fait, c'est la façon dont les marquisiens ont transcrit avec les lettres qu'ils ont dans leur alphabet le nom Stéphane. Voilà. Donc Tépano, c'est pas un nom marquisien non plus, c'est un nom catholique qui a été marquisianisé. Et en fait, c'est toute l'histoire des marquises à travers ses prénoms et ses noms. Le fait d'être demi, ça traduit cette espèce de brassage qu'il y a eu, tous ces contacts avec des navires, des beachcombers pendant à peu près 250 ans, que ce soit des Français, que ce soit des Allemands, que ce soit des Russes, des espèces de colonisations successives, et qui continuent encore avec les essais nucléaires, et qui continuent encore aujourd'hui avec une espèce d'uniformisation, aidez-moi, uniformisation de la mondialisation, enfin que vous connaissez tout. Oui. Et puis, je voudrais qu'on aborde le personnage principal qui finalement prend beaucoup de place malgré sa disparition. Donc c'est une femme très déterminée et qui justement à la fois fascine mais en même temps dérange. Alors qu'est-ce que ça dit finalement, ce regard porté sur cette femme? Et la question que je me pose, c'est, elle te dérange toi ou elle dérange l'auteur? Ah non, aucun de nous deux. Est-ce qu'il veut qu'elle dérange? Je pense qu'elle dérange surtout les personnes de l'île, en fait. Ni vous, ni moi, enfin je l'espère en tout cas. Yotoka O'Connor, c'est une jeune femme de 28 ans que j'ai construit un peu sur le modèle d'Horace Suarez de Robin Cook, qui est un grand auteur de romans noirs. Qui est donc la morte et qui est l'absente et qui est pourtant la personne la plus présente dans l'histoire, parce qu'en la racontant, en enquêtant sur elle, Tépano Morel va raconter l'histoire de l'île, l'histoire du rapport ambigu et complexe que nourrissent les marquisiens et les marquisiennes, en l'occurrence avec les Français, avec la France métropolitaine, avec l'ordre. Payotoka O'Connor, elle a 28 ans, elle est dans la démerde, elle n'est pas forcément de la bonne famille, donc elle n'a pas forcément fait d'études. Quand on grandit aux Marquises, pour aller faire des études à partir de la fin du collège, il faut aller à Tahiti. Puis si on veut aller, une fois passé le bac à l'université, il faut aller aux États-Unis ou en France métropolitaine. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Il y a des bourses, mais c'est pas forcément évident. C'est souvent des histoires assez tragiques de personnes qui se retrouvent éloignées de leur famille, de leur île, de leur terre. Et puis c'est quelqu'un qui vit donc sur une île qui est quand même très éloignée de tout. La moindre fourniture met des mois à arriver. Gagner sa vie n'est pas... La plupart des boulots sont des boulots qui sont dans l'administration, qui sont des boulots de fonctionnaires, qui sont des salaires français. C'est l'hôpital, c'est l'éducation nationale, c'est l'armée, c'est la gendarmerie. Tous les autres boulots, c'est un peu lié au tourisme, c'est un peu lié à la pêche, un peu lié à l'agriculture. C'est beaucoup de démerde. Quand on est jeune aux Marquises et qu'on n'a pas la possibilité d'en partir, on fait un peu de trafic. Voilà, les Marquises, c'est aussi un lieu de passage de tout un tas de trafics internationaux de drogue de l'Amérique du Sud vers l'Australie. C'est aussi un passage, c'est aussi des lieux où existe une espèce de prostitution. Alors on est sur des îles qui sont peuplées entre 300 et 2000 habitants, donc la prostitution est quelque chose qui se fait de manière... cachée, c'est pas aussi
c'est pas aussi simple à gérer. Enfin bon, voilà, il y a tout ça, et à la fois il y a ce mélange de tout le monde sait tout sur tout le monde, et on n'en parle pas parce que sinon on pourrait pas vivre ensemble, quoi. Et Payotoka O'Connor, elle représente à peu près tout ça. Et en même temps, cette jeunesse marquisienne aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est tournée vers la culture, qui est tournée vers l'avenir, qui se ressaisit de tous les arts marquisiens du passé, qui est sensible à la question écologique, qui répertorie et qui essaie de défendre les espèces endémiques qui subsistent, qui n'ont pas été bouffées par les méfaits divers et variés de la colonisation. L'arrivée du rat noir, les espèces végétales qu'on a amenées, comme l'acacia par exemple, pour le fourrage, qui ont envahi à peu près tout et décimé. Il y a 2 îles au moins en Marquise qui sont complètement décimées, enfin la végétation est abîmée à cause de ça, bon, etc., etc. Donc il y a cette conscience écologique qui est extrêmement forte. Et alors, je vais vous poser une dernière question. Je vois que tous les noms sont en marquisien, sauf le lieu où l'on retrouve le cadavre, qui s'intitule Terre Rouge. Pourquoi? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez la réponse? Alors c'est une petite énigme, et à la fois c'est très amusant. Quand j'ai proposé le manuscrit à mon éditrice chez Gallimard, je lui ai proposé Terre Rouge. La première version s'intitule Terre Rouge parce que cet endroit où on retrouve le cadavre de Payotoka O'Connor est le seul lieu, à ma connaissance, de toute l'île de Nukuhiva qui porte un nom français. Et Terre Rouge, ça sonne très polar. Je me suis dit, c'est parfait, on va prendre ça. J'ai posé la question partout, personne n'est capable de me dire pourquoi on l'appelle Terre Rouge. Il y a une espèce de glaise vaguement orange, mais je ne crois pas que ça soit ça. Bon, bref, il y a dû avoir un truc à un moment donné. Et mon éditrice, quand elle a vu ce terme Terre Rouge, m'a dit, écoute, c'est pas hyper exotique. Ça m'a plu beaucoup, ça. Et donc voilà, Henua, en fait, les marquises, le vrai nom des marquises, c'était Henua et Nana, c'est la terre des hommes. Voilà le vrai nom des îles marquises. Donc on a gardé Henua, qui veut dire terre, terre natale. Voilà. Et le livre sort ces jours-ci en version polynésienne. J'ai demandé à Gallimard de conserver les droits de la Polynésie. Donc il sort aux éditions du Vent des Îles, que vous connaissez bien. Vent des Îles, bien sûr, voilà. On connaît bien. Et le premier réflexe de Christian Robert, l'éditeur du Vent des Îles, a été de me dire, écoute, Henua, c'est pas hyper exotique. Super. Donc le livre va s'appeler Terre Rouge. Comme ça, il y aura l'embarras du choix. En tout cas, merci beaucoup, Marelle Ledin. C'est un très beau livre, très belle histoire, une belle enquête, de beaux personnages. Voilà, et on va continuer avec Ron John et Laurie. Alors, je ne sais pas si dans la bio, vous savez, on nous donne des bios parfois qui sont très particulières. Je ne sais pas si tout ce que j'ai noté est vrai, et il a le droit de m'interrompre et de me dire « Mais non, ça c'est fou ». Toujours animé par des métiers artistiques, passant de trompettiste à danseur classique. Il a l'air perplexe. Amateur dans sa jeunesse, il a étudié le design, la photographie. Et il a eu beaucoup de mal à se faire éditer. Et ça, j'aimerais qu'il en dise un mot. Roger John, en fait, vous avez parlé hier dans une autre rencontre de la fabrique de l'écriture. Et j'avais une espionne là-bas. J'avais une espionne qui m'a raconté que vous avez expliqué combien ça a été difficile au départ de se faire éditer. Quand on sait le succès maintenant de vos livres, ça paraît étonnant. Okay. I had no aspirations to be a writer when I was a child. J'avais absolument pas l'envie particulière d'être écrivain quand j'étais enfant. I really had no idea what I wanted to do with my life. I felt that it should be something to do with the arts, but no direction, no point of focus. J'avais pas d'idée particulière de ce que je voulais faire. J'avais bien une vague idée du fait qu'il fallait que ça ait un rapport avec l'art, mais j'avais pas de direction particulière, pas d'idée particulière. On November the 4th, 1987, in a train station. Alors, le 4 novembre 1987, dans une gare ferroviaire, I had a conversation with a stranger about a book he was reading. J'ai eu une conversation avec un étranger, quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, à propos du livre qu'il était en train de lire. And he spoke about it with such enthusiasm and such joy that I thought this would be a good thing to do with your life. Et il en a parlé avec un tel enthousiasme et une telle joie que je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses de ta vie. So the same evening, I began writing my first book with pen and paper.
Et donc ce même soir, je me suis mis à l'écriture de mon premier livre avec stylo et papier. Once it was complete, I transcribed it with a manual typewriter and photocopied it and sent it to many publishers in the UK. Quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai tapé à la machine, et puis je l'ai photocopié, et je l'ai envoyé à tout un tas de maisons d'édition en Angleterre. After the book was refused by many publishers, I wrote another. Après que ce livre a été rejeté par tout un tas de maisons d'édition, j'en ai écrit un autre. And over the subsequent 6 years, I wrote 24 novels by hand and collected more than 600 letters of rejection. Et dans les 6 ans qui ont suivi, j'ai écrit, toujours papier, stylo, 24 autres romans que j'ai envoyés partout, et j'ai reçu plus de 600 lettres de refus. I also spent, in the late 1980s and early 1990s, more than £20,000 on photocopying and postage. Voilà. Et j'ai dépensé plus de 10 000 livres à la fin des années 80 en timbres et en frais de photocopie. And the English publishers were very kind in their refusal. They said, "We do not feel confident that we can sell an English writer writing novels based in America." Et les rejets, les refus étaient exprimés de manière extrêmement gentille. On me disait, écoutez, c'est très bien ce que vous écrivez, mais nous ne pensons pas que nous pourrons vendre des livres écrits par un Anglais qui se passent aux États-Unis. And they suggested I send the material to publishers in New York and Chicago because it would be received better. Et ils suggéraient donc que j'envoie ces mêmes manuscrits à Chicago, à New York, où ils seraient mieux reçus. The American editors were very kind. Voilà, les maisons de publication aux États-Unis ont été extrêmement gentilles. But they didn't feel confident that they could sell an English writer writing. Mais ils ne pensaient pas pouvoir vendre des histoires américaines écrites par un Anglais. And in 1993, July the 17th, 1993, in the middle of my 25th novel, I stopped and I didn't write anything for 8 years. Et donc, en juillet 1993, au milieu de mon 25e roman, je me suis arrêtée et je me suis dit, c'est fini, j'arrête. And I thought, obviously, I'm not intelligent enough to do this. I need to find something else to do with my life. Clairement, je ne suis pas assez intelligent pour ce métier-là. Il faut que je fasse autre chose de ma vie. And it wasn't until 9/11, September 2001, that I returned to writing. Et il a fallu le 11 septembre et la chute des tours pour que je me remette à écrire. I was at work and I watched this global tragedy unfold live on the internet. J'étais à la maison et j'ai vu cette tragédie mondiale se dérouler en temps réel sur l'Internet. And I thought about more than 3,000 people who got up one morning and went to work and never went home. Et je pensais à ces 3000 personnes qui se sont levées un matin, sont allées au boulot et sont jamais revenues. And it sort of focused my mind on the unpredictability and fragility of life. Et évidemment, ça m'a fait me concentrer sur le côté imprévisible et fragile de la vie. And I was doing jobs and had been doing jobs for 8 years that I really had no enthusiasm for, was not interested in, and were very dull. Et j'avais passé 8 ans de ma vie à faire des boulots qui ne m'enthousiasmaient pas, qui étaient très ennuyeux et qui ne m'intéressaient pas. And I thought about when I was most happy, when I was most fulfilled, and it was when I was writing. Et évidemment, là où je me suis sentie le plus accomplie, c'est quand j'étais en train d'écrire. Et heureusement, je l'arrête parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de parler du livre et ce serait vraiment trop dommage. Mais alors, nous, on a en Désolé. France...
en français. Mais non, c'était bien parce qu'on s'aperçoit que la vie d'un écrivain n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas simple. Mais donc le premier roman à succès, c'est Papillon de nuit, paru chez Orion en 2003, en France en tout cas, en 2003. Et puis après, il y a eu une saison pour Les Ombres. Le premier livre en français est Sur le silence, c'est le 5e en Angleterre. Ah oui, c'est ça. C'est le premier en France, 2009, je pense. C'est 2000. Papillon de nuit est le premier en anglais. Ah, 2003. le premier en anglais, Et d'accord. la première France. traduction en France, 2009. C'est ça. D'accord. Et après, donc, on a eu en France une saison pour Les Ombres, qui est parue chez Sonatine. C'est un des derniers, hein, enfin l'année dernière. Oui, Oui, voilà, c'est ça. Et Seul le silence, on en a parlé d'ailleurs de ces livres-là déjà, on les a déjà évoqués, et ils sont tous extraordinaires. Donc c'est pour ça que raconter, je n'imaginais même pas qu'il ait pu vivre ce qu'il a vécu, c'est-à-dire des refus d'abord comme ça. Non, effectivement, j'ai noté tout à l'envers. Et le dernier dont nous allons parler, c'est Everglades, paru en 2025. Il vient tout juste de paraître. Il est traduit par Étienne Gomez. Et je reviens juste une saison pour Les Ombres, c'était 2023. Vendetta, c'était 2009. Seul le silence, 2009. Et Papillon de nuit, effectivement, voilà, dont on a parlé il y a un instant. Mais revenons sur ce livre absolument extraordinaire. C'est un gros livre qui vous prend et qui ne vous lâche plus. Ça se passe... Alors, Everglades, le titre déjà, ce serait bien d'expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est un lieu essentiel dans l'histoire. For me, the location of a book, whether it be Sur le silence or Everglades, is a character. The location has to be a character in its own right. Pour moi, le lieu, quel que soit le roman dont on parle d'ailleurs, qu'il s'agisse de Everglades ou des romans précédents, le lieu doit être un personnage à part entière du roman. And the majority of the story is set in a penitentiary, but the penitentiary is located within the Everglades. Et donc l'essentiel de l'action se passe dans un lieu, un pénitencier, mais ce pénitencier est situé au milieu des Everglades. So in essence, you have a prison within a prison, because even if people manage to get out of the penitentiary, they're going to go 1 kilometer and they're going to get killed by snakes or alligators, or they're going to drown. Something awful will happen to them. Et donc finalement, c'est un peu une mise en abîme, c'est une prison dans une prison, puisque même si les types arrivent à s'échapper de ce pénitencier, ils ne feront pas 1 kilomètre avant d'être tués, soit par des serpents, soit par des alligators, soit ils seront noyés, soit en tout cas un truc épouvantable leur arrivera. So it's a very inhospitable, very inhuman environment. That's not the primary element of the novel, but it is a contributory factor to the emotional effect it creates, because it influences directly what happens to the people within the story. Et donc c'est un environnement parfaitement inhospitalier et inhumain qui n'est pas absolument essentiel à l'action, mais qui néanmoins permet d'avoir l'émotion qui contribue à l'action du roman. Ce lieu est étouffant et il l'est pour le lecteur aussi quand on le découvre. Alors, les personnages, il y a Garrett Nelson qui est shérif en Floride, qui va être blessé lors d'une arrestation et qui ne pourra pas reprendre son travail. Et grâce à l'infirmière ou la kiné qui s'occupe de sa rééducation, qui est un personnage très important aussi, qui s'appelle Anna, et la famille de celle-ci, il va intégrer donc ce pénitencier d'État où travaillent déjà le père et le frère de Anna, et dans lequel il va faire un travail de gardien. C'est un lieu assez terrible, parce que c'est un lieu où il y a de longues peines, de très très longues peines. C'est aussi un lieu où l'on... J'allais dire où on en assassine, c'est pas vraiment le mot qui convient, enfin, c'est pas, mais voilà. Et donc il va découvrir cette ambiance, et c'est absolument, c'est très très fort. Oui. In essence,
the book is about a man who has devoted his life to the law. En fait, ce livre tourne autour d'un homme qui a dédié toute sa vie à la loi, à la justice. No. Non? À la loi. À la loi. À la À la loi. loi. Pas Ah oui. forcément à la justice. Ah oui, oui, oui. But discovers, Oui, oui. as a result of this experience, that there is a great difference between the law and justice. Et qui, justement, grâce à cette expérience dans ce lieu, voit la différence qu'il peut y avoir entre la loi et la justice. So the book is essentially about his transition as a character and the way his viewpoint changes as a result of his association with people, both the correction officers and the prisons, within this environment. Et donc, en fait, le livre tourne autour de la transition de cet homme qui est lié au fait qu'il est entouré de tous ces gens-là, aussi bien les prisonniers que les autres gardiens. And he becomes obsessed, in a way, with a belief that one of the people that he is responsible for securing on death row is in fact innocent. Et il devient finalement obsédé par cette idée qu'un des personnages qu'il surveille et qui est dans le couloir de la mort est en fait innocent. And when he begins the job, he is basically given the rules. And one of the rules is you do not make this personal. You have to maintain your distance and complete objectivity. Et en fait, quand il est arrivé, on lui a donné les règles du lieu. Et la première règle, c'est tu restes objectif. Rien de tout cela ne doit devenir personnel. But he's an individual with a very strong moral compass, and he cannot withhold himself from beginning his own investigation as to why this young man has been sentenced to death. Mais il a une espèce de boussole morale qui est telle qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller essayer de comprendre pourquoi ce jeune homme a été condamné à mort. So again, you know, it's about the psychology of the human condition. It's about the personalities involved, but the way in which the environment influences how they feel and what they do and how they deal with the consequences of those decisions. Et donc, c'est l'histoire de la psychologie de la condition humaine et de comment les gens réagissent et pourquoi ils réagissent comme ils le font. Avec justement différents points de vue qui sont intéressants, puisque le frère et le père, surtout le père de Anna, vivent et travaillent dans ce pénitencier depuis très très longtemps, donc il y a les différents points de vue des uns et des autres. J'ai cru comprendre que quand vous écrivez un livre, vous avez une idée de départ. Alors je ne sais pas si l'idée de départ c'est de faire découvrir cet univers carcéral, ou c'était l'idée de parler de la peine de mort, mais aviez-vous déjà l'idée qu'à l'intérieur de ce couloir de la mort pouvait se trouver un personnage qui méritait peut-être pas d'être là? No, I'm not that organized. Non, 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 je ne suis pas à ce point organisé. You know, I have a very basic, very simple idea of the kind of story that I want to write. J'ai toujours une idée très basique, très simple de ce que j'ai envie d'écrire. I have an idea of the location and the time period where it will take place. Alors j'ai d'abord une idée du lieu et du moment où je veux que ça se passe. And the thing I have with most clarity is what emotional effect do I want to create for someone who is reading the book? Et ce que je vois le plus clairement, c'est l'effet émotionnel que je veux créer chez celui qui lira le livre. And then I think of the first sentence of the book. If I read it, would I want to read the next sentence? Et je pense à la première phrase du livre et je me demande, mais si c'était moi le lecteur, est-ce que j'aurais envie de continuer et de lire la deuxième? And then I start writing Et à ce moment-là, je commence à écrire. with no plan, no synopsis, Pas de plan, pas de résumé, no idea where aucune idée d'où je vais, the book will go or how it will et end. où le livre va aller et comment il se terminera. And for the period of time that it takes to write the book, you know, I'm writing for 6 or 8, sometimes 10 hours each day. And I do not read anything that I wrote yesterday. Et pendant toute la période de temps où j'écris un livre, je travaille pendant 6, 8, peut-être 10 heures. Je ne relis jamais le lendemain ce que j'ai écrit la veille. And I continue writing until the book is finished. And now I know the end.
Et je continue à écrire jusqu'à la fin du livre. Et là, à partir de ce moment-là, je connais la fin. Mais quand même, il y a aussi de la documentation, c'est pas possible. Ce que vous racontez, par exemple, sur la Veuve Noire, sur cette chaise électrique, sur cette manière, la manière dont se passe une mise à mort, toutes ces, les relations entre les prisonniers et les gardiens, les prisonniers qui dirigent des étages, enfin, tout ça, il y a un travail de documentation quand même. Parce que alors sinon c'est trop facile, je prends mon papier, je prends mon crayon, j'écris et mon histoire elle vient comme ça. C'est extraordinaire. OK. Ne soyez pas fâchés avec moi. No. It's not. The research is because I don't have a plan. I don't know what I need to know until I need to know it. Comme je n'ai pas de plan, je ne peux pas savoir ce dont j'ai besoin avant d'en avoir besoin. And so I will do the research as I write. Et donc je fais les recherches au fur et à mesure que j'écris. But it is a strangely obsessive activity. Mais c'est une activité assez étonnamment obsessionnelle. For example, my wife loves to eat, but she hates to cook. Par exemple, ma femme aime beaucoup manger, mais elle déteste faire la cuisine. I love to cook. J'adore faire la cuisine. And so I will work all day, and then I will cook dinner for myself and my wife and anyone who is with us. And then she will return from work while I am cooking. Et donc, je travaille toute la journée, et puis je me mets en cuisine et je prépare à manger pour ma femme, pour moi et pour quiconque est à la maison. Et donc, elle rentre du boulot. And she will walk into the kitchen and she can determine from my expression that I'm still in a conversation with somebody who is not there. Et elle rentre dans la cuisine et à voir mon expression, elle se rend compte que je suis toujours en pleine conversation avec quelqu'un qui n'est pas là. I spend more time with people that nobody else can see than real people. Je passe plus de temps avec des gens que personne ne peut voir qu'avec des gens véritables. So for me, it's a very, when I'm writing a book, that's what I'm doing. That is my life, and I'm thinking about it, and I'm making notes, and I have ideas about where the story will go, and it's a constant, almost organic process until the thing is finished. Et, vous savez, quand j'écris un livre, c'est ma vie. Il n'y a rien d'autre qui se produit. C'est quelque chose de constant, c'est quelque chose d'organique, et quand c'est fini, c'est fini. And when the book is finished, I don't think about it, I don't look at it for 2 or 3 weeks. I do other things. Et quand le livre est fini, je n'y pense plus, je fais d'autres choses pendant 2 ou 3 semaines. And then I go back to it and I read it like a reader, not like a writer. Et à ce moment-là, j'y retourne et je le lis, mais comme un lecteur, non plus comme un écrivain. And I fix the things that don't make sense because now I know the end. Et je change, évidemment, j'arrange les trucs qui ne veulent plus rien dire, parce que maintenant, évidemment, je connais la fin. Ah oui, mais juste une question. Quand vous dites « je relis comme un lecteur », et quand vous relisez comme un lecteur, êtes-vous aussi ému, aussi amoureux des personnages que nous le sommes, nous les autres lecteurs? This is my axiom, my philosophy. If I don't feel it, then you won't. Ma philosophie est très simple. Si moi, je ne le ressens pas, vous ne le ressentirez pas non plus. I have no interest in, people remembering my name. People have been calling me Elroy for 20 years. Bon, je n'ai aucune espèce d'intérêt au fait que les gens se souviennent de mon nom. Ça fait 20 ans qu'on m'appelle Elroy. Oh non! In fact, non! On ne peut pas confondre. Non. I have a very good friend who you guys will know, Mark Fernandez, who is a writer and a journalist, and he interviewed Elroy, and Elroy wanted to know who was this English gonard who was using an anagram of his name. Donc, un de mes amis, Marc Fernandez, que vous connaissez sûrement, avait justement un entretien avec Elroy, qui voulait savoir quel était ce connard anglais qui utilisait un anagramme de son nom.
And Mark explained that it actually is my name, and Elroy, like the Pope, he gave his, okay, I forgive, I can forgive. Et donc Marc a expliqué que c'était en fait mon nom et donc tel le pape, Elroy a donné son approbation. And it's not really important for people to remember the names of the characters or even the detail of the plot. Et c'est pas important que les gens se souviennent du nom des personnages ou même des détails de l'intrigue. But I would hope that if you read one of these books and then you see the book 6 months later, a year later, you would remember how the book made you feel. Mais ce que j'espère, c'est que si vous tombez sur le livre 6 mois plus tard ou 1 an après, que vous vous souveniez de l'émotion qu'il a créée, ce qu'il vous a fait ressentir. Alors là, ça c'est sûr. Ça s'appelle Everglades, paru chez Sonatine. Did you wear this shirt to match the cover of the book? Est-ce que j'ai nommé oui, c'est ça, traduit de l'anglais par Étienne Gomez. Oui. Et donc, Henua de Marin Ledin aux éditions Gallimard. Et David Ury, Beyrouth Forever, paru chez Liana Levy. 3 livres que vous allez aller chercher, que vous allez aller faire signer, j'en suis sûre. Ils sont magnifiques. Et pardon pour le plateau suivant, sur lequel je suis d'ailleurs, je crois, parce que j'ai pris un petit peu de retard. Mais vous n'allez pas nous en vouloir, c'était, je crois, passionnant. Merci à tous, à tout de suite.